Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Julien, Valentine, vous êtes les créateurs de Homey Bartenders. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la société ? Avec plaisir. Bien sûr. Donc Homey Bartenders, c'est une société d'événementiel spécialisée dans les bars à cocktails mobiles. Donc l'idée, c'est de se déplacer chez les particuliers et les professionnels pour leur proposer des prestations haut de gamme de bars à cocktails mobiles. Donc l'idée, c'est qu'on se déplace vraiment avec tout le matériel. C'est des prestations clés en main et sur mesure, donc qui incluent le bar, les barman, toute une verrie élégante et adaptée à chaque cocktail. Et on travaille qu'avec des produits frais et faits maison. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir créer une vraie expérience cocktail directement chez le particulier ou dans l'entreprise, que ce soit pour un gala, lancement de produits, etc. Donc créer vraiment l'univers cocktail directement sur le lieu de l'événement. Ok, excellent. Ce qu'on aimerait savoir, c'est un peu quel type d'élève vous pouviez être à l'école, donc connaître un peu votre parcours scolaire. Ok. Le but de ces questions-là, ça va être que les gens puissent s'identifier à vous et se reconnaître dans votre expérience, connaître aussi votre environnement familial, bien sûr, parce que ça peut compter aussi dans votre réussite ou non. Ça peut être l'environnement au quotidien, mais comme le soutien, ça peut être plein de choses, quoi. Ok, très bien. On vous laisse un peu répondre là-dessus. Vas-y, si tu veux y aller. Ok. Écoutez, moi j'ai eu une enfance, une très belle enfance. Je suis très contente de mon enfance. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans une famille très aimante et j'étais une élève assez bonne élève, un peu l'élève modèle, jusqu'à ce qu'on appelle l'adolescence. Où là, ça s'est un peu gâté. Mais bon, c'était assez modéré quand même. Donc voilà, les bêtises que peut faire une adolescente classique. Et Julien ? Non, mais en termes d'enfance, écoute, j'étais plutôt satisfait d'être dans la famille dans laquelle j'étais. Je trouve qu'on était... Non, mais c'est vrai. Mais tu y es toujours, hein. J'y suis toujours, c'est vrai, j'y suis toujours. Non, c'est vrai que je suis très content, quoi. J'étais dans une famille où on manquait de rien. J'ai cette chance-là d'être accompagné dans tous les projets que j'avais, les envies que j'avais. Et ça s'est poursuivi aujourd'hui jusqu'à la création de cette société. Donc, je suis content d'avoir évolué dans ce cadre qui m'a beaucoup apporté. Donc, voilà. Et est-ce que tu étais un bon élève ? J'étais pas nécessairement un bon élève. J'avais des bonnes notes, mais je travaillais pas assez. Est-ce que tu penses que les profs te voyaient là où t'en es aujourd'hui ? Non, ça c'est sûr que non. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais, c'est sûr. Ils seraient surpris. Maintenant, on va passer un peu sur la question des premiers emplois et études que vous avez décidé de suivre pour savoir si vous étiez destiné vraiment au monde du cocktail, savoir si même vous avez eu des emplois en rapport, savoir d'où vient un peu toute cette origine au niveau de Homey Bartenders. Alors moi, je crois que j'étais pas tout à fait destinée à créer Homey Bartenders. J'ai fait un bac ES, donc plutôt calé économie, sociologie. J'étais assez intéressée par les deux. Et je me suis dirigée vers le commerce, en fait, vers le commerce international. Et ensuite, j'ai décidé de faire une année où je prenais du temps pour faire quelque chose qui me tenait à cœur. Donc travailler dans un centre de demandeurs d'asile. Donc c'était très enrichissant, complètement différent, dans Paris. C'était une très belle expérience, à tout point de vue, au niveau humain et professionnel. Et ensuite, j'ai fait une licence économie et sociologie. Encore, je suis revenue vers ça. Et j'ai terminé par un master en supply chain. Donc la supply chain, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est la planification, logistique, achat. Donc vraiment tout au long de la chaîne de production, comment gérer, organiser et piloter tout ça. Donc, comment est-ce que j'ai fait Homey Bartenders dans tout ça ? En fait, en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé pour pouvoir payer les études notamment, donc dans des bars, des restaurants. Et c'est comme ça qu'est née cette appétence pour le monde de la restauration, du bar et tout particulièrement des cocktails. Ok, c'est dans ce cadre-là que vous vous êtes rencontrés. Ouais. Exactement, ouais. Donc pour ma part, j'ai commencé donc avec un bac STMG
qui était très mal vu à l'époque. Je crois qu'il est toujours mal vu d'ailleurs. C'est un peu vu comme la filière poubelle ouais, sur laquelle on balance les élèves. Exactement, voilà. Et donc je suis très fier d'être allé parce que finalement c'était parmi les meilleures années de ma vie. On avait une super classe avec une très bonne ambiance. On travaillait très bien. Et non, c'était vraiment très formateur, on va dire, parce que après j'ai fait donc une école de commerce. Donc je suis parti pendant 1 an d'abord à Hong Kong faire une espèce de gap year, 1 an dans lequel je suis appris le mandarin, l'anglais et je me suis préparé au concours d'entrée pour les écoles de commerce. J'ai fait 5 ans en école de commerce, j'ai rencontré beaucoup de monde, plein de personnes. J'ai fait un master en finance. Et donc pendant ce master, je bossais, donc c'est-à-dire que je me suis jamais arrêté de travailler pour, on va dire, du début de mes études jusqu'à la fin, où j'enchaînais des petits boulots à gauche à droite, notamment dans un bar dans lequel on s'est rencontrés, qui était un bar géré par 2 frères américains. Donc c'était assez cool parce qu'on voyait un type de management qui était complètement différent, avec qui travaillait pour le coup par contre des produits vraiment français et des produits donc de petits producteurs, quali, etc. Et ça nous a vraiment mis dans un contexte qui nous a fait kiffer, où on était vraiment dans le lieu avec que des bons produits. Ça nous a donné envie de faire un peu la même chose, de travailler sur du bon produit. Et c'est un peu, pas grâce à eux, mais ça nous a beaucoup aidé, en tout cas inspiré. Ouais, c'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'on a vraiment appris à travailler avec les bonnes personnes, les petits producteurs, les producteurs locaux, avec de bons produits, comme tu as dit. Ouais, l'importance d'avoir des bons fournisseurs. C'est ça. Et ça a nourri chez nous l'envie de travailler vraiment avec des fournisseurs avec lesquels on est proche. On sait exactement d'où viennent leurs produits, ils nous expliquent leur savoir-faire, comment ils fonctionnent, etc. Et on s'est intéressé à plein de sujets. Donc aux bières artisanales, parce que le bar était spécialisé dans les bières artisanales notamment. Et les vins aussi de petits producteurs, les jus de fruits... Enfin, plein de choses, le café aussi. Ouais. Et les cocktails. Et en fait, les cocktails, ils n'avaient pas une carte très développée de cocktails. Et nous, on s'était pris de passion pour les cocktails pendant le confinement. On ne se connaissait pas encore tous les deux. Mais on avait nourri cette passion, parce que c'est vrai qu'on était tous confinés, c'était une période super particulière. Et donc, on avait découvert cet univers-là. Et quand on s'est rencontrés, dans ce bar, on a décidé de refaire la carte à cocktails, parce qu'elle était assez limitée. Et donc là, on l'a vraiment étoffée. On a commencé à faire des créations tous les deux. Ok, sympa. Et c'est là qu'est né un peu Ouais, c'est là en fait qu'on a fait de cette passion commune. On va dire la première chose qu'on a eue en commun, c'était vraiment cette création-là de cartes à cocktails. Et depuis cette création, on a vu qu'il y avait vraiment des très bons retours. Les clients du restaurant, du bar venaient nous voir, dire les cocktails ils sont super sympas, la verrie était réfléchie, les ingrédients étaient réfléchis, les cocktails étaient bons. Donc on avait vraiment eu des bons retours à ce niveau-là. Et quelques temps plus tard, on a arrêté tous les deux de travailler dans ce bar. Par hasard, j'ai une amie qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit « Tiens, je sais que tu faisais du bar, mais je recherche quelqu'un à la maison pour les 50 ans de mes parents. » Et ils veulent à tout prix un barman à domicile. Mais ce que je trouve aujourd'hui sur Internet, c'est pas assez développé, c'est pas des bonnes offres, ça m'intéresse pas forcément, les prix sont élevés et je m'y retrouve pas. Et je lui ai dit « Écoute, j'ai jamais fait ça de ma vie, de me déplacer à domicile, faire des cocktails, mais je sais que ce que je fais, c'est bon. Je fais des bons cocktails avec des bons produits. Et si ça t'intéresse, je peux te proposer quelque chose. Je me déplace chez toi, je te propose une carte à cocktail, etc. Et on travaille ensemble. Donc elle a accepté. J'ai bossé la première fois sur cette prestation. Et donc c'était, on va dire officiellement, la première prestation. Pas Omi Bartender, parce qu'on n'avait pas encore créé la société, mais c'était vraiment juste pour rendre service à une amie. Et j'ai vu que les retours étaient vraiment unanimes. Tout le monde a adoré, les cocktails étaient bons, l'ambiance était sympa. Et je suis retourné voir Valentine, je lui ai dit mais ça a plu, c'était cool, c'est une trop bonne idée. Et on est partis ensemble en vacances. Et c'est de là que tout est né. Que tout est né. On était un peu loin de tout, dans un environnement neutre. On était au ski, c'est cool, l'air de la montagne, ça rapportait plein de choses. Et c'est de là qu'est né Omi Bartenders. On s'est dit allez, il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on trouve un truc, on se lance. Et on a lancé le projet comme ça. Voilà. Ok. Mine de rien, c'est hyper intéressant de voir comment, parce que énormément de gens se perdent un peu dans des petits boulots, etc. et font ça un peu de manière un peu chronophage sans forcément aimer ce qu'ils font, même si c'est pas forcément, enfin je veux dire, la restauration c'est connu pour être quand même un taf alimentaire étudiant assez réputé, beaucoup de gens le font. Ouais. Et je pense qu'il y a assez peu de jeunes justement qui arrivent à s'identifier, à trouver un truc qui les intéresse même dans cette branche, foncièrement, même si ce n'est qu'un taf alimentaire, mine de rien. Ça montre qu'on peut en tirer des choses hyper intéressantes. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que j'ai toujours eu cette appétence-là, parce que même mon stage de 3e, je l'ai fait dans un restaurant. Okay. Donc j'avais déjà cette
cette volonté-là de travailler dans ce milieu, j'ai failli faire un bac professionnel restauration, hôtellerie. Mais à chaque fois, je me disais toujours, allez, reste dans un cursus un peu généraliste, comme ça, tu pourras te retourner si tu changes d'avis. Donc j'ai continué. Mais après, hop, j'ai travaillé dans les bars des restaurants. Et finalement, en fait, ça finit toujours par revenir. Et cette volonté sous-jacente, elle est revenue avec Julien à travers les cocktails. Donc c'est génial. Trop bien. Est-ce que du coup, pour revenir un peu sur vos études, est-ce que du coup, sur cette période-là, vous avez eu des défis qui vous ont forgé et qui ont du coup créé un peu cet univers qui vous a aussi rapproché pour créer cette entreprise-là et cet esprit d'entrepreneuriat? Exactement. Et du coup, en termes de défis, moi je pense notamment beaucoup au voyage que j'ai fait pendant mes études. Donc directement après le bac, je suis allé pendant 1 an donc à Hong Kong. Hong Kong qui est quand même à l'autre bout du monde, donc les cultures qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que d'arriver tout seul à l'autre bout du monde, ça forge, on apprend beaucoup de choses, on apprend des rencontres aussi, parce que mine de rien, le Hong Kong, à l'époque où j'y suis allé, donc c'était dans les années 2016-17, ouais, okay. 2017, c'était incroyable, il y avait vraiment pour moi le monde entier qui vivait en harmonie là-bas, donc j'ai rencontré des gens du monde entier, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de ces expériences-là, on sort complètement de notre zone de confort. Ouais, c'est d'autres cultures. Complètement. On connaît rien, on connaît pas l'endroit, on connaît pas la langue, même si c'est vrai qu'ils parlent quand même pas mal anglais, surtout les jeunes, mais c'est vrai que c'était une culture qui était complètement différente et on sort complètement de cette zone de confort, il faut apprendre, on réapprend tout en fait. C'est okay. Comme savoir faire du vélo avec les 2 roues et on te met sur le vélo sans les roues, tu vois, c'est un peu la même chose, tu as l'impression de savoir faire quelque chose et t'arrives, tu sais plus du tout faire. Okay. Et c'est un peu cette idée-là donc je pense que les voyages, ça m'a beaucoup appris. Je passe d'une maison qui était plutôt sympa en région parisienne à un appartement, c'était une boîte à chaussures qui n'est même pas 9 mètres carrés, avec des rats, des cafards, des choses comme ça. Vraiment plein cœur de Hong Kong, donc c'était sympa. Ouais, mais ça, tu vois, ça forge. Ouais, et on sort de cette zone de confort et c'est vrai que on apprend beaucoup de choses. Et il faut avoir les épaules, mais je trouve que avec du recul, t'en tires du positif. Et ça te forge d'une certaine manière, et c'est vrai que ça, dans l'entrepreneuriat, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est super important, et c'est là où moi, je pense, il y a les meilleures expériences. Ouais, ça te permet de travailler ton adaptabilité derrière. Complètement. Tu peux totalement t'adapter à tout type de clients, tout type de culture, du coup, puisque tu en connais des différentes. Ouais, parce que surtout dans le milieu professionnel, on est habitué à côtoyer des gens qui viennent de milieux totalement différents, donc c'est clair que c'est une expérience qui est très enrichissante pour ça. Complètement. Et toi, Valentine ? Moi, j'ai pas connu les rats et la boîte à chaussures, mais donc les défis vont être plus soft, je pense. Qu'est-ce que j'ai connu comme défi ? Moi, mon principal défi, ça a été de me focaliser sur quelque chose, sur un domaine. Parce que je partais un peu dans tous les sens. Super intéressant. Donc, d'abord un BTS en 2 ans. Ensuite, il faut reprendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait après le bac ? Ensuite, il faut reprendre une décision. Du coup, je prends une année vraiment pour moi, pour faire quelque chose qui me passionne. Donc, je vais m'occuper de gens qui sont en difficulté et qui ont plein de cultures différentes. Ça, c'est génial. Bim, il faut se reposer la question à l'issue de cette année. Qu'est-ce qu'on fait ? Une licence. Et ensuite, la question finale, fatidique du master. Chaque année, en fait, j'avais l'impression que ça retombait. Et je me disais, bon, on m'a toujours dit, un jour, tu vas savoir ce que tu veux faire. Mais il arrive quand, ce jour-là ? Il arrive quand ? Parce que sortie de bac, je sais pas. Sortie de BTS, je sais pas. Je savais jamais. Donc, jusqu'à ce que... En fait, je pense qu'on n'a pas une seule mission de vie ou une seule voie. Ouais, mais c'est certain que non. On peut avoir plein de parcours différents. On est des êtres très complexes, on aime plein de choses. Et je trouve ça complètement OK de partir dans une filière et finalement tomber dans un autre domaine. Donc, voilà où m'ont emmené tous ces défis. Et puis, l'autre défi que j'ai rencontré, c'était aussi de cumuler beaucoup de choses, beaucoup d'heures entre les études, les stages, les mémoires, le travail à côté. Donc ça, c'était assez intense. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça m'a appris à surmonter une grosse charge de travail sans problème, quoi. Ok, très cool. Qui est super important dans l'entrepreneuriat, mine de rien, de travailler beaucoup d'heures, pas compter ses heures et ne rien attendre en retour. C'est indispensable, je pense, de toute façon. Si tu commences à te dire, vas-y, je m'arrête à 35 heures, je pense que là, aujourd'hui, c'est impossible. Vous seriez comme si vous étiez parti 3 mois, les 3 mois du début, alors que ça fait plus d'1 an complètement. Que vous taffez à fond dedans. C'est même 2 ans. Oui. Ouais, presque 2 ans. Ouais. Et puis c'est bien parce que vos parcours, ils sont similaires en certains points et à la fois complémentaires. Je trouve ça hyper intéressant. Du coup, on comprend un peu comment vous vous complétez dans le schéma de l'entreprise.
Je trouve ça hyper cool. En fait, la complémentarité, je trouve, dans une association, c'est ce qu'il y a de plus important. On est deux, et être deux, c'est une vraie force. C'est-à-dire que quand on arrive à être complémentaires, c'est, pour moi, je trouve, la plus grande force de Homie Bartenders aujourd'hui, c'est Valentine et moi. Le fait qu'on soit deux, quand il y en a un qui n'est pas au top, l'autre, hop, il remonte la barre. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Et que quand on est tous les deux au top, et c'est là que ça fonctionne, c'est là que ça cartonne, et c'est là que c'est ouf, quoi. Et donc, du coup, on n'est jamais tous les deux en même temps en bas. Ouais, donc vous avez cette espèce de balance d'équilibre. Exactement. Donc ça, c'est la première force, on va dire, pour moi, d'être associé, d'être deux dans un projet. Et les forces qui émanent de ça, c'est aussi d'avoir un duo complémentaire. Donc aussi bien sur une formation initiale de supply chain qu'une formation de finance, on arrive tous les deux aujourd'hui à rajouter, vraiment à mettre en application la théorie dans quelque chose de concret avec des vrais enjeux financiers. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Ah oui, là, c'est une vraie mise en pratique de nombreux cours qu'on a eu, ça c'est sûr. Et justement, vous avez dû forcément vous mettre beaucoup de pression au début quand vous avez créé Homie, etc. Et je sais que vous avez une passion un peu commune qui a pu peut-être permettre d'externaliser un peu tout ça. Est-ce que vous voulez en parler ? On peut en parler, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. Vas-y, je t'en prie. Alors, n'ayez pas peur, faut pas freiner les gens, mais on fait du Krav Maga. Mais on est non violent. Donc on fait tous les deux du Krav Maga. Moi depuis 3 ans et Julien depuis des années. Ça fait depuis 10 ans. Et c'est vrai que non, mais en vrai, on n'en parle pas assez, je pense, ou alors on commence à... Enfin, je trouve que c'est intéressant d'en parler, en fait, dans l'entrepreneuriat et même de manière générale du sport. Le sport, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je trouve que ça apporte énormément de choses. Ça apporte beaucoup de persévérance. Ouais. Ça apporte une certaine discipline. Est-ce que tu as d'autres choses que ça peut apporter pour toi, le sport ? La confiance. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Surtout un sport de combat, en tout cas comme ça, d'être confronté 3 heures par semaine, à des coups de poing, des coups de pied, etc. En fait, c'est vraiment, en tant que femme en tout cas, c'est vraiment génial pour notre vie de... Des coups de poing, des coups de pied, c'est génial. Non, mais c'est très mal dit, mais en tout cas, quand on sort dans la rue, on a plus confiance en nous. Au travail, on a plus confiance. Voilà quoi, petit à petit. Et puis même en dehors de tout ça, pour tous les sports en général, je pense que ça aide aussi à se décharger, à se déconnecter. C'est un moment qu'on fait pour soi-même, pour soi, où on se décharge, on se donne physiquement, mais autre que dans le projet dans lequel on est à 100% le reste du temps. Tout à fait. Comme tu dis, on coupe complètement. On pense plus, c'est vraiment un moment où on fait ça pour nous. C'est vraiment notre corps qui travaille et notre esprit arrête de penser dans tous les sens à l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, etc. On coupe vraiment. Je pense que c'est un des seuls moments où on ne pense pas à la société. Ouais, où vous vous mettez vraiment à 100%. Ouais, quand on dort aussi. Ouais, et non, même pas. Je sais qu'il y a des... Vraie question, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde, mais est-ce que c'est le seul moment où vous n'avez pas vos téléphones avec vous pour répondre à des clients ? Ouais, 100%. Ah oui. On part en week-end, je sais qu'on est sur le téléphone. On peut nous appeler un dimanche, on peut nous appeler un samedi. On est sur nos téléphones. Quand on reçoit un mail, quand on reçoit des demandes de clients, des demandes de devis, etc., ouais. Mais c'est jamais à reculons. Hein. Nous, c'est avec plaisir. On est tout le temps bien sûr. super heureux. C'est pas grave que ce soit un samedi, un dimanche. Ouais, non, c'est vrai. On dit ça, on va recevoir des appels là, dimanche à minuit ou 1h. Non, mais c'est vrai que c'est important de savoir aussi, d'avoir des moments pour soi où vraiment on déconnecte de ce truc-là, même si c'est pas longtemps. Ça permet vraiment de se détacher à 100% et que du coup, vous savez que quand vous faites votre sport, il n'y a pas votre téléphone à côté qui peut sonner et du coup, de vous sortir de cette bulle-là où justement c'est le moment pour vous. Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment le sport. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleur échappatoire aujourd'hui au travail, aux ennuis, aux problèmes qu'on peut avoir dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui est top. On se défoule et ensuite on revient. Et même, je trouve que c'est bien pour prendre du recul, réfléchir sur les problèmes qu'on a, réfléchir sur les problèmes que la société peut avoir, etc. Ça permet de prendre des meilleures décisions parfois. Quand tu réfléchis trop, tu es trop dans le truc et ça permet de te calmer et tu y retournes. Je trouve que ça peut être vraiment... Tu dézoomes, quoi. Ouais, exactement, c'est vrai. Tu as une vision de recul qui est plus intéressante. Je trouve que c'est cool. Même quand on veut pas y aller, à la fin, on se sent tellement bien, on est ressourcé, quoi. Donc, Et petit moment de félicitations, je crois que tu as passé un grade ce week-end. Merci. Est-ce que vous voulez une démo? Ouais, une ceinture bleue, ça y est, c'est officiel. Bravo. Nice. Bravo. Félicitations. Top. Et Julien, le coach est fier. Hein. Je crois que... En 10 ans, il a quelques niveaux. C'est quoi ton niveau, Julien, juste pour Non, dire c'est instructeur, donc du coup instructeur de Krav et niveau ceinture noire, voilà. Juste ça. Simplement. Enfin, rien de bien. Petit à côté.
Ça permet de faire 2 choses en même temps sur les prestations. On vend des cocktails et on assure la sécurité de l'événement. Voilà. On fait les videurs au moment où ça rentre et puis Exactement, ensuite. Petite excellent. question, forcément pour l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose. Enfin, ça peut être naturel, mais on a toujours des inspirations, des personnes qui nous ont inspirés, des œuvres, des livres, etc. Qu'est-ce que ça a été pour vous ? Moi, je pense que c'était ma famille. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi dans une famille qui était plutôt du côté de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est une chance, c'est une opportunité, ça dépend comment est-ce qu'on peut le voir. Mais je sais que mon père, c'était pour moi la plus grande source d'inspiration dans cette activité, qui est arrivé en France et qui a monté sa société, on va dire, 5 ans plus tard après être arrivé. Donc, je trouvais que c'était vraiment déjà une force. D'avoir créé quelque chose après être arrivé en France en tant qu'immigré, etc. Son parcours, qui était donc sans études, pas de connaissances, rien du tout. Donc il partait de beaucoup plus loin que nous deux en fait. Et le fait d'avoir réussi à créer une société qui fonctionnait très bien, ça a été une grande source d'inspiration. Et c'est vrai qu'en fait au quotidien, grandir avec un père entrepreneur, c'est une force et c'est quelque chose qui apprend beaucoup. Et quand il n'y a pas de tabou, aussi bien sur le point de vue financier que sur vraiment tous les points de vue de l'entrepreneuriat, que ça soit sur du succès ou de l'échec, et ben c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Et donc j'ai été baigné dans une famille, on va dire, d'entrepreneurs. J'ai appris, j'ai vu les échecs, j'ai vu les réussites, j'ai vu ce que ça pouvait rapporter, j'ai vu ce que ça pouvait rapporter, on va dire, financièrement, mais aussi en termes de stress. Même au bout de 15 ans d'une société qui fonctionne très bien, il y a toujours des choses qui peuvent être stressantes, angoissantes, des heures de travail à rallonge, etc. Et c'est vrai que ça, c'était une vraie source d'inspiration pour moi, de grandir dans une famille qui a connu l'entrepreneuriat. Ok, oui, c'est clair que c'est pas anodin déjà comme apprentissage, et puis même juste d'avoir une ouverture aussi grande. Je pense que c'est le cas d'assez peu de familles, malheureusement, en tout cas en France. On a énormément de tabous, et surtout sur l'argent. Donc c'est clair que d'avoir une bonne éducation sur les échecs comme les réussites, c'est très très bonne formation. Ouais, je suis d'accord, c'est important. Et puis, on voit beaucoup de choses aussi, c'est qu'on est dans une société qui, en tout cas la génération de nos parents prenait beaucoup plus le salariat que l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'il a un peu tiré son épingle du jeu, il a réussi à créer sa société, etc. Et donc ça m'a vraiment inspiré. Aujourd'hui, on arrive petit à petit, et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. On arrive à faire un peu plus de bruit sur l'entrepreneuriat, essayer de motiver les jeunes à créer des choses, à faire quelque chose. Mais c'est vrai que le salariat reste, on va dire, la voie idéale. Il faut faire 5 ans d'études, faut après rentrer dans une grande entreprise, monter les échelons, etc. Ça reste un modèle de réussite qui, je trouve, encore aujourd'hui, est plus respecté que les gens qui se lancent en entrepreneuriat. Parce que c'est la voie de la sécurité, et je pense que ça fait... L'entrepreneuriat, en tout cas, prendre ce risque, entre guillemets, les gens en ont peur. Ouais. Et en général, on critique ceux dont on a peur. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... On peut en parler pendant des heures de ça, critiquer ceux dont on a peur, c'est pas mal. Et puis comme ça reste quand même une minorité de personnes, les entrepreneurs, forcément, généralement, les minorités sont plutôt décriées que valorisées. Mais c'est vrai qu'on note quand même que ça change. Ça change énormément. C'est de plus en plus valorisé, l'entrepreneuriat. Oui, c'est du coup ce que disait Julien, l'avènement des réseaux sociaux, ça a fait tomber énormément de tabous, ne serait-ce que l'argent, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour les gens, quand tu rentres 10 000 € sur ta société, t'as 10 000 €. Non. Non, malheureusement. Bien, dans certains dommage. pays, c'est... Oui. Go Dubaï. Ça des paradis fiscaux. C'est ça. Et pour toi, Valentine, du coup, ton approche de l'entrepreneuriat, pardon. Complètement différente, parce que j'étais dans une famille où l'entrepreneuriat, je pense que ça n'a jamais été un sujet. D'ailleurs, je ne m'étais jamais posé la question de est-ce que j'entreprendrais dans ma vie ou pas. Évidemment que non. Évidemment que je serais salariée. Voilà, c'était couru d'avance. C'était pas une option. Et en fait, je pense que je fais vraiment partie de ces personnes qui ont été influencées par les réseaux sociaux. Donc, les gens comme Yomi, Gaël Garcia, Louise Aubéry, des gens qui vont vraiment entrepris sur les réseaux sociaux, qui se sont fait connaître comme ça et qui nous ont inspiré notre génération. Je pense qu'on a vraiment cette chance-là d'avoir beaucoup de modèles. Et moi, ça m'a permis de visualiser ça comme un projet. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience que ça existe, que c'est une possibilité, que ça peut être pour nous, jamais ça nous traversera l'esprit. Et en fait, ces gens sur les réseaux sociaux nous permettent de nous visualiser, nous, potentiellement, entrepreneurs. Chose qui n'était pas du tout le cas pour toi, Julien, étant donné que toi, ton père était
entrepreneur. Donc c'était une voie possible pour toi. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Après, tu l'envisages pas forcément tout de suite. Enfin, moi, je sais que je fais de la vidéo depuis 10 ans maintenant. Au début, même si mon père est musicien et il est à son compte, il a un statut un peu particulier, mais grosso modo, il est à son compte, c'est comme avoir une entreprise. J'ai mis extrêmement longtemps avant de me dire, mais en fait, là, j'ai été payé. Je pense que, comme un peu tout le monde, commencé au lycée à gagner un peu d'argent, etc. J'ai commencé à faire des petits clips. Et de se dire, ah ouais, donc en fait, je peux gagner de l'argent avec ça. Enfin, même la pression de la société globalement, même en ayant baigné dans un monde avec des indépendants, parce que ma mère et mon père sont indépendants, même moi, j'avais pas cette image-là de, ah ouais, en fait, je peux vivre et gagner de l'argent avec ce que j'aime. Ouais, ça c'est beau ça. Ouais, mais c'est mine de rien, même pas forcément en ayant un entourage en tout cas qui pousse dans ce sens-là. C'est globalement la pression de la société nous encourage à vraiment faire des études. Avec Maxime, on s'est retrouvés aller dans la même école en première année, qu'on a arrêté après parce qu'on s'est rendu compte on s'est rendu compte que c'était pas du tout, même si ça nous a plu tous les deux, c'était pas du tout le schéma qui nous correspondait. Après, ça nous a apporté beaucoup de contacts, beaucoup d'amis et des gens avec qui on bosse encore aujourd'hui. Donc, bien sûr, et du recul. Enfin, moi, je sais que c'est ce que ça m'a permis de me rendre compte que vraiment, je voulais pas faire 5 ans d'études et travailler à mort à côté. Je me suis dit autant y aller à fond. Et puis au final, quand on voit le taux de chômage des gens qui ont continué à faire les 5 ans, on n'est pas non plus... C'est vrai que ça fait peur. Mais le plus important pour moi, c'est d'en tirer du positif. C'est-à-dire que toute expérience apporte du positif. Tu peux avoir vécu quelque chose de vraiment très négatif et très difficile à vivre, ou alors juste un échec. Le plus important, c'est d'en tirer du positif. Aujourd'hui, avoir fait 1 an d'études et se rendre compte que c'est pas ce qu'on aime, pour moi, c'est un succès en fait. Tu pars de... C'est un échec au vu de la société, mais pour moi, c'est vu comme être un succès, c'est se dire, bon bah tiens, je suis pas allé au bout de ces 5 ans, c'est-à-dire que j'ai pas perdu 5 ans en fait. Non. T'as eu le recul de te dire, ok, là, en fait, faut que j'arrête. C'est ça. Et enfin, moi, je trouve ça plus intéressant qu'aujourd'hui, on a des potes qui sortent de 5 ans d'études et qui disent, bah, je veux pas faire ça. Ouais, c'est ça. Tu as fait beaucoup de réorientation aussi. Ouais. Et tu as fait 5 ans, tu vois. Tu as fait 5 ans, tu as été au bout des études. Alors, j'aime beaucoup les études, je valorise les études, mais je valorise aussi les gens qui prennent du recul là-dessus et qui ont le courage, pour moi c'est du courage, d'arrêter cette voie-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou se lancer dans des expériences, voyager, faire des choses. Je trouve que c'est une forme de courage et c'est voir un échec de la société et d'en faire une réussite. Ça fait d'accord. Ça c'est clair, je pense que tous les 4 on peut pas être en désaccord. Ouais. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit un peu de tout aussi. On voit des gens qui réussissent, des gens qui ont des millions, des gens qui vivent à l'autre bout du monde, à Dubaï, etc. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, c'est une facette et c'est ça aussi qui est bien de voir, on va dire, l'entrepreneuriat à plus petite échelle. Donc pas voir l'entrepreneuriat des yachts, des jets privés, etc. tout de suite, mais voir l'entrepreneuriat du début, de la galère, de ce que c'est. Et c'est vrai que c'est bien de se rendre compte que ce qu'on peut aller, ça peut être un objectif, ça peut être, ou pas forcément, mais ça peut être, on a une vision, on peut y aller, ou on peut ne pas y aller, ça peut être un choix. Mais en tout cas, le fait d'avoir une vision sur les réseaux sociaux, ça peut aider. Mais je trouve que c'est important d'avoir ces 2 visions-là, des réseaux sociaux et la vision plus proche de soi, et c'est là-dessus où on était assez complémentaires. Et le fait je pense aussi de s'associer, ça a permis de beaucoup apprendre là-dessus sur ce que c'était réellement l'entrepreneuriat. Justement, on va rebondir là-dessus de quand vous étiez au ski, que vous avez décidé de vous associer, que vous aviez l'idée donc de lancer OMI Bartenders. Mais quel a été le déclic vraiment pendant que vous étiez au ski? À quel moment vous vous êtes dit ouais, vas-y là, go, on y va, tu vois. Sur une piste noire. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt.